Je vous propose pour terminer d'autres regards croisés, un autre regard croisé. On va partager le regard d'un côté d'Éric Plat, président de la Fédération du commerce associé, et de Franz-Olivier Gisbert, que vous connaissez forcément, écrivain, éditorialiste, penseur, on va le dire comme ça. Regard croisé sur le commerce d'aujourd'hui et de demain. Je vous laisse le petit salon de causerie. Bien. D'abord, merci Franz-Olivier Gisbert d'avoir assisté une bonne partie de notre causerie ce matin. C'est très aimable à vous d'avoir pris sur votre temps. Ça fait du bien, ouais. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale d'ailleurs. Oui, alors justement, ça va exactement dans le sens de ce que je voulais dire en introduction de notre petit échange. Et vous le savez, quand on a préparé cette petite table ronde, on se demande pourquoi en France, le commerce en général et le commerce coopératif en particulier n'est pas mieux considéré, pas plus écouté. Finalement, quand on regarde ce que l'on pèse, au regard du reste de ce qui constitue l'économie, le commerce, c'est 21% du produit intérieur brut, l'industrie, c'est 10 ou 11%. On a un secrétaire d'État au commerce qui change régulièrement et qui est régulièrement inexpérimenté. Vous avez 360 milliards de chiffre d'affaires cumulé, c'est énorme. Exactement, c'est énorme. Et pour autant, l'industrie qui pèse moins... Autour de 500 000 salariés, enfin, c'est vrai que c'est énorme. Mais enfin, il y a un problème français, vous savez très bien, c'est le grand problème de la dévalorisation. C'est-à-dire c'est un pays qui a un grand... Oui, son principal problème, je pense, c'est la haine de soi. Alors on dit on ne fait pas de réforme. Mais non, de toute façon, le truc de base, c'est que ce pays ne s'aime pas. Alors après, on peut chercher les explications, mais je crois que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est, oui, d'une mésestime de soi. On le voit tout le temps, tous les jours. Regardez, il faut bien savoir que, et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont répondu à ces sondages, il y a régulièrement des sondages où il apparaît que nous sommes le pays le plus pessimiste du monde. Il y a même eu un sondage qui était grotesque, où on était comparé aux Irakiens et aux Afghans, qui à l'époque étaient en guerre, et les Afghans et les Irakiens étaient plus optimistes que nous. Je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un sondage sur la Syrie, les Syriens seraient plus optimistes que nous. Donc c'est complètement délirant, quoi. Pour autant, les Français ont une certaine haine de leur système, mais sont optimistes pour eux. Exactement, mais c'est l'énorme contradiction. Donc on voit qu'on a une espèce de crise. Alors, on parlait tout à l'heure de changement de civilisation. Bon, c'est clair qu'on est en train de changer. On est en train de passer à une économie numérique, destructrice d'emplois. Il y aura sûrement des moyens de recréer des emplois. Donc tout ça, évidemment, joue un rôle. Mais enfin, c'est une vague qui passe dans le monde entier. Et ça n'empêche pas d'autres pays, et même des vieux pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, de rester très optimistes. Oui, mais alors justement, vous avez vu un petit peu de quoi on est capable. Finalement, on parle beaucoup de cette nouvelle économie, mais l'économie traditionnelle que nous représentons est capable de s'adapter, de bouger très vite. Ah oui, moi j'étais fasciné de toute façon par toutes ces expériences. Vincent, Alexis, les deux Marc, Guillaume, Bernard, enfin on les a tous entendus avec passion. Mais ça n'empêche pas que le courant, si vous voulez, global de la société, vous savez très bien, il y a quelque chose qui est très frappant, par exemple. Quand vous écoutez la radio ou la télévision, vous entendez sans arrêt le mot crise. Alors, ça a du sens quand on est après la crise de 2007, par exemple, ou même la crise grecque de 2012. Mais la plupart du temps, on est en croissance quand on entend ça. Et les Français sont convaincus comme ça qu'il y a une espèce de crise. Non, c'est pas une crise, c'est une révolution. C'est une révolution économique qui est en train de changer les mentalités, changer les habitudes. Mais c'est pas une crise. C'est-à-dire que la crise... facilement un sens, c'est quand on est en récession. Et on est en récession quand on est au-dessous de 0% de croissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner le moral aux Français, pour leur redonner confiance dans leur système ? Peut-être là, faire ce qu'on a fait, le petit exercice là, que nous avons fait tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a des gens là, bon, toutes ces personnes qui sont exprimées ce matin, bon, elles font part d'expériences qui montrent qu'on peut faire des choses, notamment, c'est frappant, c'est vrai, l'histoire de Vincent là, qui lance son petit truc, là, qui passe de 1 à 6 millions de chiffre d'affaires en quelques temps. Enfin, c'est juste absolument incroyable. Il y a des choses qui sont possibles. Alors après, il y a un deuxième problème avec la France, hein, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on a la haine de soi, on a aussi la haine de l'argent. Et je me souviens, quand on en a parlé ensemble, vous disiez la culture catholique. Moi, je crois que c'est, hélas, pas la culture catholique. Regardez, c'est plus profond que ça, quoi. Parce que ce serait simple, ce serait facile à gérer d'une certaine manière. Mais oui, c'est vrai que
culturellement, les catholiques sont moins... Enfin, un petit problème avec l'argent que n'ont pas les protestants, ça, on est d'accord là-dessus. Mais si vous regardez les pays très catholiques, la France fait plus partie des pays catholiques, hein, franchement, on ne peut pas le dire quand on regarde à quel point les églises sont vides pour la messe du dimanche. Non. En revanche, il reste deux pays très, très catholiques en Europe, c'est l'Italie et l'Espagne. Ils n'ont pas ce problème, notamment pas du tout l'Italie. Donc vous voyez, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui, à mon avis, est dû, là encore, aux espèces de centralisme que nous vivons, c'est-à-dire tout venant de Paris, qui mine toujours un peu la même idéologie. Bon, la presse, globalement, a toujours été un peu de gauche, ce qui est normal, moi, ce qui ne m'a jamais gêné. Bah, là, elle est quand même assez souvent gauchiste. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose de différent, vous voyez, dans un... Et là, je pense qu'il il faut avoir une réflexion là-dessus. Il faut avoir aussi une réflexion sur l'éducation nationale qui ne marche pas si mal que ça. Mais pourquoi est-ce que les cours d'économie apprennent surtout les méfaits du capitalisme? Alors, c'est vrai, moi, j'entends le grand penseur, là, aujourd'hui, là, je ne vais pas citer son nom, tout le monde le connaît, il officie dans le monde, là, il aura soi-disant le Nobel, je ne vais pas lui faire la publicité. Il nous explique sans arrêt que... Thomas Piketty. Il nous explique sans arrêt que... Il a quand même donné son nom. Non, mais il nous explique sans arrêt que les inégalités s'accroissent. Évidemment, les inégalités s'accroissent, on est bien d'accord là-dessus. Et moi, je suis le premier à le dire. Et ben, il faut réparer ça, il faut faire... Et puis on est tous pour le social. En même temps, il refuse de reconnaître cette phase libérale et cette phase de mondialisation. Elle a, sorti de l'état d'extrême pauvreté près d'1 milliard d'habitants de cette planète, et que des continents qui étaient en perdition, qui subissaient la famine et toutes sortes d'avanies, des épidémies, etc., je pense l'Afrique, connaissent des taux de croissance de 6%, et même dans certains pays d'Afrique, c'est 10% par an. Bon. Par exemple, là, on va continuer encore sur la haine de soi. Pourquoi est-ce que cette espèce de miracle économique africain, pas partout, hein, pas dans tous les pays, mais enfin, globalement, il y a une sorte de miracle économique africain, pourquoi est-ce que la France est le dernier pays à l'avoir perçu? Moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que ce pays, enfin, tous ces pays africains, je pense au Ghana qui a une croissance de 10% depuis déjà plus de 10 ans. Hein, et on entend les mêmes conneries que du temps de la croissance chinoise. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, on disait toujours, enfin, les connards qui sont très nombreux, notamment dans les médias, expliquaient toujours, mais oui, mais ils viennent de très bas. Vous faites partie des médias. Oui, bien sûr, mais j'assume très bien. Mais ils viennent de très bas. Oui, bien sûr, ils viennent de très bas. Comme les Africains, aujourd'hui, ils viennent de très bas. Mais quand vous avez un taux de croissance de cet ordre, de 8-9%, regardez des pays dont nous sommes très proches, comme la Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi est-ce que... Moi, j'ai découvert la croissance africaine, l'explosion économique africaine, parce qu'en fait, je lis beaucoup la presse anglo-saxonne. Alors, est-ce que vous aviez découvert, je vous interromps, oui. Frantz, parce qu'on ne va pas s'embarquer sur l'Afrique, mais justement, on pourrait presque parler de l'africanisation du système coopératif français, tant on n'est pas écouté, pas vu, pas entendu, tant, effectivement, il y a un certain nombre de lois qui viennent en permanence contrecarrer l'exercice de nos professions. Quels conseils vous nous donneriez, vous, grands communicants, connaissant bien les hommes politiques, qui avez écrit 3 bouquins sur 3 présidents de la République différents, quels conseils vous nous donneriez pour mieux se faire entendre et mieux se faire connaître? Écoutez, je veux vous dire, une matinée comme ça, c'est très instructif pour moi. Moi, vous savez, je suis venu ici, presque un peu à reculons, parce que par définition, je n'ai jamais aimé les grandes surfaces. Je suis je suis un peu vieux con, c'est-à-dire, pour moi, le modèle idéal, c'est le modèle italien. Vous êtes dans un petit village, il y a tous les commerces. Vous rentrez, il y a une porte pourrie, c'est écrit plus ou moins restaurant ou trattoria par-dessus. Vous rentrez, vous allez faire le meilleur repas de l'année. Bon, moi, c'est ça, voilà. Et c'est vrai que je ne suis pas un grand amateur, ni de fast-food. Et oui, c'est peut-être un côté vieux con, mais c'est aussi, j'aime l'art de vivre, l'idée aussi du vivre ensemble, etc. Et c'est vrai que quand on vous entend, ça fait tomber toutes les défenses qu'on peut avoir. Et je crois que c'est avec votre côté vicieux, c'est pour ça que vous vouliez que je vienne d'ailleurs, pour voir que ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Mais je le savais a priori, parce que c'est vrai, coopératif. Non, ce qui est incroyable, justement, c'est qu'on fasse des lois contre vous.
alors que, a priori, comment dire, un système économique associatif, enfin associé, comme vous dites, Associé et coopératif, évidemment, ce sont des mots qu'on aime tous. Et ça, je crois peut-être aussi, c'est qu'il faut que vous sortiez davantage, que vous invitiez un peu plus de types comme moi, a priori hostiles, enfin pas hostiles, c'est pas vrai, je suis pas du tout hostile, c'est idiot un peu ce que je dis, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, un peu réservé, quoi, pas très emballé a priori, parce que les marques... c'est vrai, quand on voit ces marques-là, pour moi, ce ne sont pas forcément des marques que j'aime parce que ça détruit le petit commerce du coin. Bon. Mais en fait, vous l'avez fait avec un certain idéal. On l'a fait avec un certain idéal, et en plus de ça, c'est parfois le commerce du coin, le petit commerce du coin, comme vous dites, qui est à l'origine de ce commerce-là. Oui, je suis d'accord. Et puis, il y a chez vous, ce qui m'a frappé aussi en vous écoutant les honnêtes, il y a une certaine absence de cynisme. Hein, on voit très bien, c'est-à-dire le salarié, ça compte énormément. Je voyais Vincent, la comicité, ses salariés, visiblement, il doit avoir un rapport un peu spécial avec eux. Donc, je veux vous dire, c'est complètement insensé que vous ne soyez pas plus aimé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les politiques? Évidemment, il faut faire du lobby souvent. Hein. Enfin, payer des gens, ça coûte très cher. Parfois, on se fait complètement avoir. Mais peut-être aussi, il faut faire le lobby soi-même. Et puis... comment dire, il faut peut-être aussi un peu menacer, il faut peut-être un peu terroriser. Ça, il écoute beaucoup plus. On le voit. C'était longtemps la tactique de la CGT, mais là, je crois que c'est en train de foirer définitivement. Mais terroriser un petit peu le politique, c'est pas mal parce que ça le, comment dire, ouais, il écoute plus facilement. C'est vrai qu'on a peu de capacités en la matière parce que nous, effectivement, si on abandonne notre outil de travail pour aller manifester, il tombe. Donc, on essaye d'être présent au maximum dans nos boutiques. Oui, je pense, par exemple, l'histoire qui se passe actuellement avec la loi El Khomri, puis il y a eu l'épisode aussi de la loi Macron. Est-ce qu'il ne faut pas que voilà, vous écriviez des masses de lettres, des pétitions auprès des braves élus? Parce que, visiblement, il y a des choses qui leur ont échappé. Ah là, c'est total, là, en effet. Là, la mutualisation telle qu'elle nous est présentée dans la loi El Khomri je dirais, des organisations représentatives de magasins qui sont tous indépendants, ça va être extrêmement compliqué et on va passer un temps fou à se défendre contre cette nouvelle organisation qui nous est proposée dans la loi El Khomri. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas que dans la discussion, parce que peut-être c'est ça, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on vous a entendu, enfin, vous êtes des patrons gentils. Bon, peut-être que vis-à-vis du politique, vous pourriez montrer un peu les dents. Oui, alors en des France, traditionnellement, oui, les patrons n'ont pas beaucoup de pouvoir, même s'ils ont le pouvoir de s'exprimer. En tous les cas, c'est quand même un sujet récurrent parce qu'on a souvent invité des politiques à venir à nos tribunes. Ils y viennent rarement. Ah, ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas. En fait, ça ne les intéresse pas. Et puis, quand on les rencontre, on comprend bien qu'ils ont du mal à nous comprendre. Alors, je dois avouer que lorsqu'on a rencontré Emmanuel Macron à propos de la loi Brottes, qui a été retirée, enfin de l'amendement Brottes qui a été retiré, il y a eu une certaine compréhension après explication, mais on s'est bien rendu compte qu'il découvrait notre modèle. C'est juste incroyable, parce que c'est vrai que dans les chiffres qu'on cite à propos de vous, moi je trouve que c'est extraordinaire, c'est le taux de réussite à près de 100%. C'est complètement dingue. Exactement. Il y a très peu de métiers comme ça, quoi. Dans des métiers un peu compliqués. C'est ce rôle d'amortisseur de crise chez nous qui est extraordinaire, dans la mesure où un petit patron de magasin, avant de licencier, passe souvent par la case de sa propre rémunération, envisage toutes les solutions, investit au local plutôt qu'au lointain. On a quand même chez nous une certaine éthique dans la relation avec nos propres collaborateurs. Et c'est bien mal mis en avant. Il y a évidemment l'accompagnement financier, hein, ça c'est important. Parce que, bon, a priori, on a un accompagnement financier, on n'est pas tout seul quand on est en système coopératif. C'est l'avantage du système coopératif, c'est ce principe du parrainage, c'est ce principe de la mutualisation des risques qui fait que quand nous, par exemple, sur un marché de l'optique qui est en train de muter, il y a un certain nombre d'associés qui sont en difficulté, la coopérative va les aider à passer le cap difficile. Ça c'est inexistant dans un système vertical, franchisé ou intégré. Un système intégré, un magasin qui ne marche pas, il est fermé. Alors, il y a beaucoup d'arguments qui jouent en votre faveur. Je pense notamment aussi le fait qu'il n'y a pas de marketing, enfin il y a moins de marketing, ça ne pèse pas sur le consommateur, bien entendu.
Alors, il y a un petit peu moins Bah de oui, marketing, même moins. si ce qu'évoquait Bernard Cadot tout à l'heure est quand même un effort qui est demandé aux associés bien souvent pour effectivement mutualiser nos budgets de communication. En les mutualisant, évidemment, les petits budgets comme les petits ruisseaux font les grandes puissances médiatiques. Je me souviendrai de la réaction d'Emmanuel Macron lorsqu'il nous avait reçus la première fois, que je lui montrais la brochure de la FCA. Au milieu, il y a toutes les enseignes telles qu'elles sont présentées là. Et sa première réaction avait été de nous dire « Oh là là, qu'est-ce que vous devez être puissant, et toutes ces enseignes !» Non, justement, nous sommes, comme l'a dit très justement tout à l'heure un intervenant, nous sommes finalement assez fragiles, même si nous représentons une puissance médiatique et une puissance de notoriété d'image assez forte. Nos groupes, vous êtes finalement, peut-être peuvent trop assez gentil, vite basculer. j'en reviens toujours à ça, vous êtes peut-être trop gentil. Faut commencer à apprendre à être méchant. Il faut commencer avant d'être méchant. Oui. Ouais, peut-être que le monde des journalistes, qui est parfois assez incisif avec les politiques, peut-être que vous aurez des petites leçons à nous donner dans la matière. Mais oui, je crois que vous devez. Je pense que c'est important. Juste, par exemple, regardez quand vous vous battez, comme vous êtes battu sur l'amendement. Finalement, ça a des effets. L'amendement là, dans la loi El Khomri, il est impossible qu'il passe. Justement, il faut hurler, il faut menacer, il faut faire un peu de chantage. Peut-être pas forcément autant que la CGT, parce que vous finirez peut-être dans les poubelles de l'histoire, comme ça va pas tarder à être le cas pour elle. Mais je pense qu'il faut, faut être ferme, quoi, un peu, hein. Ouais, c'est ça. Les politiques, ils comprennent ça, le rapport de force, ce qu'on appelle le rapport de force. Alors moi, il y a quelque chose. On en parlait un petit peu au début, mais ça, c'est très frappant chez vous, et ça, j'aimerais que vous exprimiez là-dessus, c'est le côté a priori. Quand on voit un mouvement coopératif, quand on voit une banque coopérative, là, il y avait M. Bancel, c'est vrai, quand on entend, on se dit une banque coopérative, il y a quelque chose de contradictoire un petit peu, quoi. A priori, c'est pas, enfin, je sais pas, je sens pas du tout les banques mutualistes, bien entendu, mais la banque coopérative est quelque chose de contradictoire. Donc c'est beau, c'est intéressant, on a envie d'étudier ça. Donc c'est la société idéale que vous nous présentez. Ah, mais je le pense, puisque l'efficacité est au rendez-vous. On le voit dans les chiffres qu'on a diffusés tout à l'heure en introduction, avec cette fameuse équation du 3 égale 1, c'est-à-dire 3% de croissance de notre chiffre d'affaires, 1% de croissance de l'emploi. Et ce modèle bigrement efficace, qui est prêt à s'adapter aux révolutions que l'on est en train de vivre, on aimerait qu'il serve un petit peu plus de modèle à l'ensemble de la société. C'est vrai que lorsque M. Hamon avait écrit sa loi sur l'économie sociale et solidaire, sachant qu'on fait partie de ce périmètre, et mon prédécesseur avec Alexandra ont travaillé à la rédaction de cette loi. Ce qu'on peut regretter, c'est que bien souvent, cette loi a été faite un peu en contre pour encadrer. Je pense que le terme encadrer est certainement l'un des termes les plus utilisés aujourd'hui par nos politiques dans tous les secteurs, alors qu'on devrait au contraire libérer. Bah oui, le politique, par définition, il fabrique des lois les unes au-dessus des autres. Elles s'accumulent, il n'annule pas d'ailleurs les précédentes, ce qui fait qu'on a un système de plus en plus courtelinesque ou kafkaïen. Alors vous le voyez comment, l'avenir, finalement, pour conclure? C'est plutôt à vous que j'aurais posé les questions. Parce que, moi, l'avenir, franchement, je suis très optimiste. J'avais compris que j'allais l'interroger. Là, il me pose des questions, mais on va lui poser quand même quelques questions. Parce que, d'abord... Moi, je vais vous dire comment je vois l'avenir. Moi, je suis optimiste. Donc, de toute façon, Georges Bernanos disait que la différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est qu'il y en a un qui est un imbécile heureux et l'autre un imbécile malheureux. Bon, disons, je me classe dans la catégorie des imbéciles heureux. Je suis optimiste parce qu'il y a tellement de force dans ce pays que c'est juste incroyable. Je pense qu'il y a un problème sans doute d'acculturation, de décérébration, de folie politique chez un certain nombre d'élites. Mais on va s'en sortir. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, regardez où était l'Allemagne il y a 15 ans. Avant que Schröder fasse ses réformes, ils étaient vraiment au fond du trou. Regardez même encore où était l'Italie aussi, il y a à peu près aussi une quinzaine d'années, elle est en train de remonter peu à peu la pente, enfin encore très bas. Enfin, c'est vrai que si on continue comme ça, nous en France, on va se faire bientôt doubler par l'Italie et puis par l'Espagne, comme on l'a été précédemment déjà, par l'Allemagne et par la Grande-Bretagne. Donc moi, je dirais, notre façon de nous battre, c'est justement de plaider sans arrêt en faveur, de toutes les chances qu'a cette France. Je pense notamment, par exemple, vous voyez, on tape tout le temps sur les grandes écoles. Je ne sais pas, quand même, un type qui a fait Polytechnique. Je ne parle pas forcément de l'ENA. Je n'ai pas une grande passion, mais enfin, l'ENA, de toute façon, elle aide à formuler bien les idées, à cadrer les trucs, elle apprend à diriger d'une certaine manière. Mais enfin, ce n'est pas la plus grande des grandes écoles que nous ayons. Mais même l'école normale, sur le plan littéraire, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Enfin, nous avons des tas de cartes
que nous n'exploitons pas et que nous cassons. Donc je voulais savoir, vous, les raisons que vous avez d'être optimiste. Je pense qu'elle est consubstantielle au mode entrepreneurial. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui se lance dans l'entreprise, enfin, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, il faut qu'il soit optimiste, doublé d'un peu de folie. Un peu dingue. Hein. Ouais. Un peu dingue. Ouais, voilà. je pense, ouais. Mais je pense que quand on est chef d'entreprise, on aime la difficulté. Tous les matins, et tous ceux qui sont dans la salle qui entreprennent le savent bien, on passe notre temps à résoudre des problèmes, en fait. Hein, c'est notre rôle. Donc du coup, cette habitude de résoudre les problèmes fait que nous restons fondamentalement optimistes, et alors a fortiori dans les entreprises du modèle coopératif et associé. Et je pense qu'on a un bel avenir devant nous si on sait effectivement le promouvoir. Et moi, je réponds à l'appel de mon confrère qui est au conseil d'administration et à votre appel. Effectivement, regroupons-nous et allions nos forces pour lutter contre ce texte qui me semble complètement en dehors du temps. Oui, mais je pense qu'il faut le faire à travers des pétitions et pas des gentilles demandes de rendez-vous, qui peuvent aller avec, mais il faut le faire avec des pétitions un peu menaçantes. Vous êtes prêt à les relier, à les mettre dans le point? Non, mais du harcèlement du politique. Il faut le harceler, il faut bien voir. Le politique, moi, je n'ai pas du tout la même opinion que beaucoup peut-être d'entre vous. C'est un métier extrêmement dur, très violent, où on est d'ailleurs soumis à des sortes de morts symboliques régulièrement. Et ces pauvres députés, ils sont un peu errants. Certains d'entre eux, ils ont raison, ont des doutes sur leur élection en 2017. Et donc, ils sont accablés de tâches. Et forcément, si vous les harcelez un peu personnellement, chacun dans vos coins, vous savez, ça joue, ça. Ça joue beaucoup. Moi, je crois beaucoup à ça. Et peut-être vous l'avez pas forcément fait assez dans le passé, mais je veux dire, ça, je mets en cause personne, et surtout pas vos prédécesseurs, parce que vous êtes gentil. C'est ça votre problème. Et je pense que dans ce monde, vous avez appris d'ailleurs, de toute façon, vous l'avez tous expérimenté les uns les autres. Vous êtes quand même soumis à une concurrence parfois extrêmement violente, où les règles du jeu ne sont pas forcément jouées. Enfin, je pense à la loi de Sarkozy là, sur la loi de modernisation de l'économie, qui était quand même une belle daube qui devait vous écraser tous, plus ou moins rapidement. On sait quand même heureusement se défendre. D'ailleurs, moi, en écoutant Bernard Cadot tout à l'heure, je repensais à mon secteur où il y a récemment un jeune entrepreneur issu directement de la nouvelle économie, moins de 30 ans, qui effectivement s'amuse à donner des leçons à notre secteur de l'optique en disant que finalement, les entreprises coopératives, il leur fallait 4 ans pour changer de modèle. Quand on voit effectivement coopératives comme celle d'Orpi, on voit bien qu'en l'espace de 6 mois, ils sont capables de fédérer l'ensemble de leurs associés et de muter. Donc ça, c'est quand même des exemples qui sont à reprendre. Je pense qu'il y a autant de coopératives qui sont ici, qui peuvent dire qu'ils ont fait leur mutation en quelques mois. Donc on est capable aujourd'hui de s'adapter rapidement, avec force, d'être innovant pour l'avenir, c'est certain. Donc on va être optimiste, parce que l'optimisme est de volonté. Mais votre métier, quand même, vos métiers en général, ils sont quand même confrontés à de sacrés défis. Bon, il y a le drive évidemment qui se développe, mais il y a aussi la vente en ligne qui est un énorme problème à terme, non? Oui, mais là, on s'en est saisi. La vente en ligne est autant un accélérateur pour les pure players qui peuvent se lancer que pour nous. Moi, je dirais que c'est encore plus pour nous, puisque le click and collect, comme l'a très bien rappelé mon confrère de la distribution alimentaire qui vient nous chatouiller dans l'optique, finalement, c'est un acteur coopératif qui vient créer un site en ligne et qui réussit fort bien. Je pense que effectivement, cette organisation en groupe où on chasse en meute nous permet finalement à plusieurs d'avoir plus d'idées, d'être plus réactifs, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais vous voyez comment le commerce plus tard? Le commerce plus tard, moi je le vois. Vous pensez qu'il y aura toujours de la place aussi pour les petites enseignes ou les grandes enseignes? Je pense qu'il y aura toujours de la place en tous les cas pour le commerce coopératif. Les grandes enseignes, les vraies enseignes avec une porte, quoi. Ouais. Les grandes enseignes en modèle coopératif me semblent être celles qui ont le plus d'avenir. Je reviens d'un voyage à l'étranger où on est allé étudier un petit peu ce qui se passait dans mon secteur. Et finalement, ce voyage révèle que les marchés où les intégrés sont le plus développés sont ceux qui dégagent le moins de valeur.
Et les marchés sur lesquels le modèle s'est construit sur les réseaux d'indépendants sont les marchés qui dégagent le plus de valeur. Et on sait bien, ne me prenez pas sur mes propos, on sait bien que les marchés qui dégagent de la valeur, ce sont ceux qui créent de l'emploi. Ouais, alors, ce système coopératif, il n'existe pas qu'en France. Il est international. C'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, hein, les chiffres sont assez édifiants. Plus de 50% à l'échelle mondiale du commerce s'organisent autour des acteurs indépendants. En France, par exemple, donc on représente 30%. Si on rajoute à cela la franchise qui fonctionne avec des acteurs également indépendants, on monte à un petit peu moins de 50%. On voit bien que c'est un modèle qui est extrêmement résilient parce que l'entrepreneur indépendant se bat au quotidien pour la survie de ses affaires, la développer, faire face à la concurrence, et c'est par l'union qu'il obtient la force, c'est évident. En tout cas, je dois dire que j'ai passé un très bon moment et j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Puis ça rend optimiste. Merci en tous les cas d'avoir partagé cet instant. Je voudrais juste dire un petit mot. Franz-Olivier Gisbert a accepté de venir contre rémunération et cette rémunération sera reversée à une association caritative. Et je voulais le préciser. Et je ne suis pas Christine Ockrent. Bravo, merci. Merci à vous. Bien. Bah écoutez, je vous propose de terminer cette matinée par un petit mot. Cette matinée a révélé, en tous les cas, que les acteurs du commerce coopératif et associé sont capables de s'adapter, et ceci extrêmement rapidement. Et ça, je crois que c'est une réponse apportée aux pure players qui parfois nous narguent et viennent nous donner des leçons. Et je crois qu'on a cette capacité à rebondir. Donc bravo à tous. Je vous propose de nous retrouver autour d'un buffet dans quelques instants, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent le fonctionnement des journées. Merci, à bientôt, à l'an prochain.